Stefanini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Le titre donc, Déflagration, chez Lafon, des entretiens très riches avec notre consoeur de l'Obs, Carole Barjon. Une surprise d'abord, Patrick Stefanini. On ne vous attendait pas forcément là. Vous, le haut fonctionnaire, conseiller d'État, vous relatez par le menu cette campagne. Vous le dites vous-même dans ce livre, un homme de tempérament réservé et timide. Pourquoi sortir de cette réserve? Parce que la droite a vécu une déroute sans précédent depuis le début de la Ve République, et que je crois que nos concitoyens ont besoin de comprendre. Moi-même, j'ai ressenti le besoin de comprendre pourquoi nous avions perdu cette élection dans ces circonstances. Et je pense que nos concitoyens, quelles que soient leurs opinions politiques, partagent ce besoin. Et j'ai essayé, dans ce livre, de trouver et de donner une sorte de fil rouge à tout ce que nous avions vécu. Et vous y parvenez, mais vous louez à plusieurs reprises la fidélité en politique. Vous ne trahissez pas la confiance de François Fillon? Je ne sais pas si je loue la fidélité en politique. Je vous invite à relire très attentivement ce que j'écris. Écoutez, j'ai servi François Fillon pendant presque 4 ans. Et pour l'essentiel... Depuis mai 2013. Depuis mai 2013. Et pour l'essentiel de cette période, comme bénévole. Hein, j'avais mon métier. J'ai d'ailleurs, pour faire la campagne présidentielle dans la dernière ligne droite, démissionné de mes fonctions de directeur général des services de la région Île-de-France. Donc j'ai pris des risques. Et je considère que j'ai donc le droit et la liberté, compte tenu du statut qui était le mien, d'apporter mon témoignage. Vous êtes donc directeur de campagne de François Fillon. Ce livre explique d'ailleurs très bien, c'est un des intérêts aussi, comment on organise une campagne. Ça n'est pas la première, hein. Vous aviez fait celle de Chirac en 95, victorieuse 2002, 2015 aussi Valérie Pécresse pour la région. Vous êtes à ce titre la tour de contrôle, l'homme clé de la campagne. Or, François Fillon ne vous prévient pas, Patrick Stefanini, qu'il a été interrogé en novembre 2016 par le Canard enchaîné sur un emploi présumé fictif de sa femme. C'est une bombe à retardement sur laquelle il est assis, et toute la droite, il ne vous le dit pas. Vous le découvrez donc le 24 janvier, comme nous, en lisant le Canard enchaîné. C'est incompréhensible. C'est vrai. Comment vous l'expliquez? Qu'il ne vous l'ait pas dit? J'essaye dans le livre de fournir des éléments d'explication. Moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard, donc ça n'a joué aucun rôle dans ma démission. Je l'ai découvert lors d'un déjeuner avec Gérard Larcher, qui me l'a d'ailleurs confirmé une seconde fois au moment où je terminais la rédaction de ce livre. Oui, mais encore une fois, au passage, François Fillon hier a fait savoir à Bruno Jeudi de Paris Match que c'était faux, mais vous maintenez. Moi, je maintiens ma version, et encore une fois, j'ai entendu 2 fois Gérard Larcher me le dire. Mais j'entends dire, Patrick Stefanini, son livre, c'est l'expression d'une déception du fait que François Fillon ne le tenait pas au courant de tout. Mais pas du tout. Moi, je comprendrais parfaitement que François Fillon garde pour lui des secrets. Même celui-là ? Mais à condition que j'en vois l'intérêt stratégique. Et en l'espèce, je ne vois pas où était l'intérêt pour François Fillon, prévenu avant Noël de ce que la situation de son épouse à la Revue des Deux Mondes allait faire question. Je ne vois pas l'intérêt stratégique pour François Fillon de ne pas nous en avoir parlé. Mais c'est même, et vous le dites dans le livre, vous l'expliquez, c'est même une prise de risque considérable. Vous auriez pu anticiper, vous auriez pu prévenir le choc. C'est ça qui est incompréhensible. Oui, je ne suis pas sûr que ça aurait changé radicalement les choses, oui. Mais on aurait, je pense, mieux organisé la défense du candidat. En tout cas, à partir de là, la campagne, vous le dites, est de plus en plus difficile, entre concerts de casseroles, discours sur le fond qui n'imprime plus, une ambiance délétère, et un candidat qui se replie sur un noyau dur, dont vous êtes, arrive le mardi 28 février, il apprend qu'il va être mis en examen. Le lendemain, au téléphone, il vous le demande. Tu penses qu'il faut que j'arrête? Et vous lui dites oui. Ça va être difficile. À ce moment-là, vous estimez qu'il ne peut plus gagner? Oui, à ce moment-là, j'estime qu'en effet, les conditions de la victoire ne sont plus réunies, ou en tout cas qu'elles sont devenues tout à fait aléatoires. Et qu'au fond, il aurait dû se poser sérieusement la question, et c'est le sens de la lettre de démission que je lui adresse 2 jours plus tard. Il aurait dû se poser sérieusement la question de savoir s'il était encore le meilleur candidat pour faire gagner la droite et le centre. Pourquoi il ne se la pose pas, Patrick Stefanini?
Parce que cette élection, c'est l'aboutissement de toute sa vie politique. Que je ne sais pas à quel moment est née dans son cœur et dans son esprit l'ambition présidentielle, ça je ne le sais pas, mais ce que je sais c'est qu'il l'a au moins depuis plusieurs années au plus haut point. Il s'est lancé dans la bataille dès 2013. Et il se dit qu'au fond, il a gagné la primaire. Il l'a gagné. Il a triomphé même. Il a triomphé. Ça lui donne un sentiment de puissance, peut-être aussi, non? Peut-être. Peut-être n'a-t-il pas vu que la primaire n'était que la première manche, comme je le dis dans mon livre. Mais la droite, d'ailleurs, ne l'a pas vu. La droite, dans l'ensemble, ne l'a pas vu. Nous n'avons pas vu que l'électorat de la primaire n'était, hélas, pas du tout représentatif de l'électorat national. Et donc ça, je comprends. Un manque de lucidité politique, vous l'écrivez. Oui, je comprends. Je comprends en tout cas humainement que si près du but, ayant gagné la primaire, ayant lancé la campagne présidentielle, je peux comprendre humainement qu'il ait eu du mal à regarder la réalité en face et à voir que les conditions de la victoire, mais cette fois-ci les conditions politiques de la victoire, n'étaient plus réunies. Vous écrivez: mon regard sur François Fillon change à ce moment-là. J'admirais cet homme, vous égrenez toutes ses qualités, d'ailleurs vous y revenez à plusieurs reprises. Lorsque je constate qu'il ne tire pas lui-même la conclusion qui s'impose après l'annonce de sa mise en examen, mon admiration en prend un coup, le vernis qui recouvre son portrait se craquelle. En fait, je n'ai plus confiance. Tout court. Et logiquement, vous démissionnez, vous lui écrivez une lettre qu'il lit à peine, ou qu'en tout cas qu'il ne veut pas analyser, puisque vous redites dans cette lettre les raisons morales et politiques pour lesquelles il devrait se retirer. C'est bien le problème. Mon inquiétude, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, mon inquiétude, et ce que j'entends depuis 2 jours me le confirme, j'ai peur que les responsables de la droite, en tout cas un certain nombre d'entre eux, soient à nouveau tentés de ne pas faire l'inventaire de la défaite, de faire l'impasse, de dire mais oublions tout ça, ne regardons pas dans le rétroviseur. Or, je pense que nous n'avons pas fait l'inventaire de la défaite en 2012, nous ne l'avons pas fait avec une bonne raison. Parce que le candidat battu, c'était le président sortant et qu'il continuait à jouer un rôle considérable dans notre famille politique, c'était Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, nous n'avons pas cette excuse. François Fillon n'était pas président sortant, il s'est retiré de la vie politique. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse l'inventaire de la défaite de la droite. Et cet inventaire, il ne se limite pas, Elisabeth Martichoux, il ne se limite pas aux affaires. Moi, je n'ai jamais écrit que les affaires à elles seules étaient responsables de notre défaite. Il y a 2 autres causes à notre défaite, je voudrais les exprimer très rapidement. La première, c'est que depuis 2008, nous avons perdu des pans entiers de l'électorat, notamment l'électorat populaire et une partie des classes moyennes. Et ça n'est pas la faute de Nicolas Sarkozy, c'est en grande partie la faute de la terrible crise économique et financière qui est tombée sur notre pays à partir de ce moment-là. Et deuxièmement, nous avons perdu le centre. Alors je sais bien qu'en disant ça, je ne vais pas me rendre sympathique auprès d'un certain nombre de militants des Républicains, mais c'est une réalité incontestable. Quand la droite, qui est sociologiquement minoritaire, s'allie avec le centre, elle gagne l'élection présidentielle. Quand elle n'a pas le centre avec elle, ou qu'elle l'a contre elle, comme ça a été le cas en 2017, elle perd l'élection présidentielle. Et vous l'expliquez bien, vous regrettez que d'ailleurs, dès la victoire de la primaire, François Fillon, d'ailleurs vous-même avez un peu sous-estimé à ce moment-là aussi, François Fillon soit pas dépêché de rencontrer Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, il n'a pas rassemblé sa famille, c'est une faute politique majeure. J'en assume la responsabilité dans ce livre, en partie. J'étais le directeur de campagne, je connaissais bien tous les protagonistes de la primaire. Et j'aurais dû prendre François Fillon par la manche et lui dire « Commence par rassembler ta famille, vois Alain Juppé, vois Nicolas Sarkozy, n'attends pas Noël pour le faire et passe un accord avec eux sur les conditions de la future campagne. » Et il part en vacances 15 jours. Vous décrivez le manque d'intérêt de François Fillon pour des questions pourtant incontournables de campagne, son profond mépris, dites-vous, pour tout ce qui ressemble à de l'organisation, il n'y a pas de greffe entre l'équipe et lui. Ceci combiné au goût du secret, et ça vous étayez aussi, ce sont des handicaps en politique, dites-vous. Est-ce que François Fillon, Patrick Stefanini, avait l'étoffe d'un chef d'État ? Il avait incontestablement, et c'est pour ça que mon livre n'est pas du tout, contrairement à ce que j'ai lu, un réquisitoire. Moi, je fais un portrait équilibré de François Fillon. Il a des qualités qui sont incontestablement les qualités d'un chef d'État. Il a notamment un sang-froid admirable, une très belle intelligence tactique qui lui a permis de gagner la primaire. Il a, je crois, un sens aigu de l'intérêt national. Mais à côté de ça, il a des défauts. On connaissait son manque d'empathie.
Et on a appris à connaître pendant l'élection présidentielle ce que j'appellerais pudiquement une certaine imprudence, une forme de maladresse dans la communication politique, et aussi, je le dis, dans la dernière ligne droite, au moment où il est mis en examen, une incapacité, je ne la juge pas, je la constate, à sortir par le haut en s'effaçant. La politique, sont des idées, c'est un corpus idéologique. Vous, d'ailleurs, dans le dernier chapitre, L'avenir de la droite, vous faites des propositions consistantes, mais c'est beaucoup de l'humain, finalement. Et oui, l'humain prime sur le reste, d'une certaine façon. Non, mais c'est un cocktail de tout cela. La politique, ce sont des idées, ce sont des hommes et des femmes capables de les porter, capables de constituer des coalitions. Ce livre fourmille de révélations. C'est un livre passionnant, à ne pas manquer. Déflagration chez Robert Laffont. L'avenir de la droite à lire à la fin. Juste un tout petit mot, Laurent Wauquiez, c'est l'avenir de la droite ? Potentiellement. Je dis dans le dernier chapitre que la droite compte beaucoup de personnalités fortes. Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Je parle avec toutes ces personnalités. J'assume aussi le fait que j'ai eu plaisir à travailler avec Valérie Pécresse et je continue à lui apporter mon concours. dans son mouvement libre. Merci beaucoup à vous.